Je reviens un peu sur mes études. Donc, j'ai fait des études à la fois en géographie et en chinois, puis en japonais. Pourquoi la géographie? En fait, il n'y a que dans mon enfance, j'ai habité dans plusieurs pays. Ça quand même, ça ouvre. On voit des choses qu'on n'imagine pas si on habite toujours au même endroit. Mais aussi, là, c'est vraiment la contingence. J'ai eu en philo un très bon professeur d'histoire-géographie. Son nom m'échappe sur l'instant. Il a même écrit des manuels d'histoire, parce qu'il était quand même surtout historien. Mais son cours de géographie était passionnant. Et ça m'a... C'est ça qui a été le germe, en fait. Après quoi, j'ai fait une année d'Hippocagne. Tout ça, j'étais à Louis-le-Grand. Une année d'Hippocagne où j'ai eu la déception de voir qu'on faisait plus de géographie. On faisait de l'histoire, en revanche. Beaucoup d'histoire ancienne. Bon, on faisait plus de géographie. Et à la fin de cette année d'Hippocagne, comme ils ne m'ont pas accepté en Cagne, il m'a accepté comme redoublant en Hippocagne, et déjà, mais bon, moi je dis le monde est vaste, je vais aller faire de la géographie. Donc, j'ai commencé mes études de géographie à cette époque. Et ça m'a beaucoup plu. Ça m'a beaucoup plu. Et en particulier, la géographie, alors c'est une des questions que vous aurez à me poser, c'est quel lien peut-il y avoir entre la géographie, l'anthropologie, l'ethnographie, l'ethnologie. Il y a beaucoup de liens et beaucoup de chevauchements. Néanmoins, il y a une chose qui est propre à la géographie, et surtout à l'époque où j'ai fait mes études, c'est qu'on faisait moitié géographie physique, moitié géographie humaine. Donc on a fait beaucoup de morphologie, de climatologie, etc. Il y a cet accent qui est mis sur ce qui, finalement, de plus en plus va relever des sciences de la nature, et voire des sciences exactes, plutôt que des sciences humaines. Mais un géographe, à l'époque, ça se concevait vraiment comme faisant le lien entre les deux, y compris pour les thèses, parce que à l'époque, il y avait double thèse. Il y avait la grosse et la petite. Si vous faisiez la grosse, par exemple en géomorphologie, vous étiez tenu de faire la petite en géographie humaine et vice-versa. Quand moi j'ai eu à passer ma thèse, la grande, après une thèse de troisième cycle, que j'ai passée en 69, juste avant de partir au Japon, parce que justement, comme cette thèse de troisième cycle, je l'ai préparée sur le département des Landes. J'en dirai un mot tout à l'heure. Il fallait que je la finisse. Donc je ne suis parti qu'après l'avoir soutenue en juin 69. Quand j'ai eu à faire la thèse de doctorat S-lettres, ça s'appelait comme ça, une thèse de géographie, c'était un doctorat S-lettres. Ça veut dire, c'est pas de la littérature, c'est de la géographie, mais humaine. Où il n'y en avait plus qu'une à l'époque. Donc je n'ai pas eu à faire de thèse, la seconde thèse, la thèse secondaire, en géographie physique. Mais depuis ce temps-là, ce que j'ai par la suite, c'était dans le courant de la préparation de ma thèse, ma grande thèse sur le Japon. Quand je dis grande, c'est uniquement par comparaison avec le troisième cycle, hein, c'est pas pour dire que c'est une grande thèse. Le propos est devenu géographie culturelle.
Et ça va embrayer sur ce que je vais développer par la suite, c'est mésologie. Donc, il s'agissait de savoir comment une certaine société, la société japonaise, a compris, senti, vécu, interprété et travaillé une terre qu'elle colonisait, qui était l'île du Nord, l'île de Hokkaido. Là, ça touche à la phénoménologie, ça touche... voilà. Mais au départ, quand j'ai commencé cette thèse, donc après être arrivé au Japon l'été 69, avoir laissé tomber mon job à l'école des Beaux-Arts, mais j'ajoute, pour être sincère, que je ne suis pas parti. Je suis parti d'abord et je n'ai démissionné qu'après. J'explique pourquoi. Je ne suis quand même pas parti tout feu tout flamme à l'autre bout du monde. On avait pris un charter complètement foireux. C'était d'abord, pour commencer, le jour où nous devions partir, l'avion n'était pas au rendez-vous. Donc, on nous envoie le lendemain par le train à Genève, où il y aurait un avion de remplacement. On va à Genève, et là, on va prendre un avion, cette fois-ci pour Le Caire, parce que c'est une compagnie égyptienne. Ça a été l'occasion de revoir Le Caire et d'y passer 2 jours, c'était parfait. Revisiter Le Caire, où j'avais passé 2 ans du temps où j'avais 12 ans et 13 ans, 11 ans et 12 ans. Après ça, on nous donne un autre avion qui, par Doha ou Dubaï, je ne me rappelle plus, va faire escale on fait pendant 2 jours Mumbai. L'occasion de découvrir un peu l'Inde. On a passé 2 jours en Inde. Et à la fin seulement, donc ça nous amenait à la fin de semaine, on a eu enfin l'avion de l'Inde jusqu'au Japon. Et on est arrivé dans des conditions idéales, au lever du soleil. Et avant d'arriver à l'aéroport, on voit le mont Fuji au-dessus de la mer de nuages. C'est comme ça, hein, c'est quand vous avez la chance d'avoir ça en arrivant au Japon, mer de nuages, et vous voyez le mont Fuji. 3776 mètres, c'est un des volcans les plus parfaits de la planète, parfait et haut à la fois, et au bord de la mer. Voilà, donc tout s'est très bien passé. Et pendant ce voyage qui avait duré 1 semaine, on avait fait connaissance, tout le groupe qui avait pris ce charter. Donc un garçon qui s'appelait Jean Cadou, le pauvre, il est décédé depuis. Lui, il était très, très entreprenant, très actif. Il avait fait connaissance avec un couple de jeunes artistes japonais qui revenaient d'un séjour de 2 ans en France, où ils avaient été boursiers. Ils sympathisent. Et la fille la dame, la jeune femme, ses parents tenaient une petite usine de fabrication de casques de coiffure pour faire les permanentes. Parce que les Japonaises utilisent beaucoup parce que ça boucle pas beaucoup. Donc, pour faire boucler, il faut ça. Donc, ça marche bien. Et comme il avait sa petite usine en plein Tokyo, il y avait des chambres pour les ouvriers. Et comme il y avait 2-3 chambres qui étaient inoccupées, on a eu droit, très gentiment, gratis, chacun une chambre. Et on était entre-temps devenus copains. Un beau jour, et je lui avais parlé donc de mes projets, je voulais faire ma thèse au Japon et tout. Un beau jour, il me sort, si tu veux vraiment rester au Japon, travailler sur le Japon, tu dois démissionner. Il me dit ça. Et oui, tu as raison. Et du coup, j'envoie ma démission. Mais ça m'a pris du temps, et ça m'a pris le concours d'une tierce personne. Hein. Donc il y avait moi, l'administration, et une tierce personne
Et la ternarité, ça m'a occupé de plus en plus, enfin, j'expliquerai après pourquoi. Les choses ne se font pas toutes seules. Donc, je me suis retrouvé au Japon, la démission, je l'avais envoyée en août, et à partir de là, il a fallu que je trouve du boulot sur place. Et ça pouvait être que donner des leçons de français, ce que j'ai cherché, j'ai trouvé, et j'ai finalement trouvé un poste correct dans une école de langue. Et en même temps, j'ai passé 1 an à Tokyo dans ces conditions, tout en cherchant un thème de thèse qui convienne bien. Et l'occasion s'est présentée au printemps suivant. J'ai appris que le poste de lecteur de français à l'université de Hokkaido, à Sapporo, se libérait à l'automne suivant. Et j'ai postulé, j'ai été pris, donc à partir de l'automne suivant, j'ai eu ce poste, un poste de lecteur de français à Sapporo. Et ce qui m'a décidé à choisir parmi une dizaine de sujets possibles le thème sur lequel j'ai fait ma thèse, à savoir la colonisation de Hokkaido. Au départ, c'était très vague dans mon esprit, et la thèse s'est faite en se faisant. Hein, le chemin al andar se hace el camino, le chemin se fait en marchant, et la thèse s'est faite en la faisant. Le sujet s'est précisé petit à petit, et finalement, c'est devenu une thèse de géographie culturelle. Je n'avais pas du tout cette idée en tête au départ. C'est un classique, étude de colonisation. Et c'est devenu petit à petit comment une société de riziculteurs, les immigrants étaient pour la plupart des paysans pauvres, et c'est pour ça qu'ils étaient déracinés et migrants. Et ils allaient sur ces terres nouvelles, sur l'incitation du gouvernement, mais enfin, ils n'étaient pas beaucoup aidés, d'une part. D'autre part, le gouvernement, qui avait pris des conseillers étrangers, en particulier américains, partant sur l'idée que ce qui était le centre de l'agriculture japonaise, à savoir la riziculture, n'était pas possible dans cette île, trop au nord, trop froide. Donc, ces conseillers leur préconisaient une agriculture du type de la Nouvelle-Angleterre. Le blé, l'élevage laitier et la pomme de terre. Donc, toutes les recherches appuyées par le gouvernement, les écoles d'agronomie, ont travaillé là-dessus, sur ce thème. Mais les paysans, eux, il leur fallait quand même une vie japonaise. Et donc, il leur fallait du riz. Et ils ont trouvé, par essai-erreur, en quelques décennies, disons un demi-siècle, toute l'île a été couverte de rizières, du moins les parties basses, sauf l'extrême nord et l'extrême est, et les régions les plus froides. Mais tout le reste, toutes les plaines ont été couvertes de rizières. Et au début, c'était un riz résistant. La nature y a mis du sien parce qu'il y a eu des mutations. Il y a eu des variantes de riz qui sont nées là, qui étaient résistantes plus que les autres au froid. Elles existaient peut-être avant, mais avant, comme c'était pas du bon riz, les gens éliminaient. Mais là, à Hokkaido, ils ont vu, c'était ça qui permettrait la colonisation, qui permettait de vivre là. Et donc, il y a eu ces nouvelles espèces de riz, enfin, variétés de riz, dont une, celle qui a été la principale pour la colonisation, on l'a appelée le bonze, et même dans une variété ultra hâtive, parce qu'il fallait que ça mûrisse vite, parce que l'automne arrive vite et la neige arrive vite. Et donc celui-là, qui mûrissait encore plus vite que les autres, on l'a appelé le bonze galopant. Hashiribose. Pourquoi bonze ? Les bonzes se rasent la tête. Or, les météorologues, étudiant les dépressions qui remontent à partir de Taïwan vers le Japon, et qui présentent des courbes, des isobars, hein, qui ressemblaient
a une tête sans cheveux, et il les appelait les bonzes de Taïwan. Du coup, on a appelé ce riz le bonze parce qu'il avait la tête rasée, parce qu'il avait des barbes très courtes, comparé aux autres riz. Donc il y a eu ce hasiri bozu. Alors il y a eu après parce que le gouvernement, au départ, il y a eu un commissariat à la colonisation qu'on appelait le Kaitakushi. Le Kaitakushi avait sous ses ordres des soldats colons. Parce que dans une tradition qui vient de la Chine du temps des Han, donc 2 millénaires avant, quand on colonise une région, on envoie des soldats colons. D'abord, ça a été le fer de lance de la colonisation. Il y avait aussi les immigrants ordinaires, des gens qui venaient souvent. Il y avait de tout. Hein. C'était surtout des paysans pauvres, mais quelquefois des repris de justice qui fuyaient le vieux Japon. Mais ces soldats colons qu'on appelait Tondenhe, c'est un mot qui vient directement du chinois, ils avaient une discipline toute militaire et on leur interdisait de cultiver le riz. Donc c'était non seulement pas aidé, mais en plus c'était interdit. Et donc c'est subrepticement que les paysans ont fait ça. C'est vraiment le riz était attaché à leur chair même. Je vous donne un exemple tout à fait concret. Le paysan qui, le premier, a réussi à acclimater le riz dans la plaine de l'Ishikari, la plaine où il y a Sapporo, où coule le fleuve Ishikari, où il y a les plus belles rizières de toute l'île. Nakayama Kyuzo, il s'appelait Nakayama. Kyuzo, c'est le prénom. Il faisait des essais dans une espèce de minuscule rizière, pas plus grande que cette pièce, et comme l'eau du torrent voisin était trop froide, il l'attiédissait avec l'eau de son bain. Et là, vous voyez vraiment, la famille avait trempé dans ce bain, et ensuite c'était la rizière, le lien charnel entre le riz. Donc ma thèse a porté là-dessus, essentiellement, sur les côtés, c'est pas uniquement ça, mais essentiellement là-dessus, à savoir comment dans cette île a priori trop froide, on a fait la première région de riziculture du Japon, au début seulement en quantité, mais aujourd'hui, le riz de Hokkaido est même réputé pour son goût. C'est vous dire. Et ma thèse, quand je l'ai soutenue en 1977, à Paris, elle portait le titre « Les grandes terres de Hokkaido », avec un sous-titre « Essai de géographie culturelle ». Et on ne parlait pas de géographie culturelle à l'époque, très peu, très peu. Claval était un de ceux qui l'ont introduit. Pourquoi ? Alors que dans les pays anglophones, on parlait de cultural geography depuis longtemps, parce que la géographie humaine de l'école française de géographie, dont le père était Vidal de Lablache, couvrait justement ces questions. D'une manière qui ne rendait pas nécessaire de parler de géographie culturelle dans la géographie francophone. Mais justement, en fait, c'était l'influence de la géographie francophone après la Deuxième Guerre mondiale, anglophone après la Deuxième Guerre mondiale, qui a fait pénétrer l'appellation géographie culturelle, qui est devenue plus culturelle. Tandis que la géographie humaine à la Vidal de Lablache, elle restait encore très largement à cheval sur l'humain et le physique. Donc ma thèse, elle avait 2 volumes, c'était une thèse à l'ancienne. Il y avait tout un volume qui parlait pas mal de géomorphologie, de pédologie et tout ça.
Mais l'essentiel de la thèse proprement dite, c'était le deuxième volume, qui était de la géographie culturelle. C'est pour ça que j'ai donné ce sous-titre. Et pourquoi, dans la version finale qui a été publiée de la thèse, j'ai changé le titre, j'ai enlevé enfin, la plus grande partie de ce qui était géographie physique, j'ai gardé l'essentiel qui était de la climatologie, et de la pédologie secondairement. Mais l'essentiel, c'était cette expérience culturelle de savoir, et là ça va déboucher sur la mésologie, de savoir pourquoi une partie de ceux qui sont venus dans cette île l'ont vu de telle façon, c'est-à-dire le gouvernement japonais et le Kaitakushi, le commissariat à la colonisation, a vu l'île avec les yeux que leur dictaient les experts étrangers, parce qu'à l'époque, c'est l'époque Meiji, on voulait faire de Hokkaido une vitrine de la modernisation japonaise. Il y en a eu d'autres, mais ça, c'était une de ces vitrines. Et donc, on voulait, le gouvernement, comme je disais il y a un instant, a mis l'accent à fond sur l'agriculture à l'occidentale et pas du tout sur la riziculture. Donc ça, c'est un. Mais deux, il y a eu, dans le 1, il y a bien entendu les experts étrangers. Eux, ils venaient avec leur modèle en tête et ils voyaient ça, ils y voyaient, comme je disais tout à l'heure, une nouvelle Angleterre, à la nouvelle Angleterre, à la façon de la nouvelle Angleterre. Mais les immigrants, eux, ils voyaient ça à la japonaise pour de bon, et c'est pour ça qu'ils ont créé, ça c'est vraiment de la création, ils ont créé un nouveau milieu. Et c'est cette création d'un nouveau milieu que la thèse portait. Et par la suite, je me suis intéressé de plus en plus, c'est devenu de la phénoménologie, comme j'expliquerai tout à l'heure. La question est fondamentalement phénoménologique, c'est-à-dire comment la réalité est apparue d'une part aux étrangers et via les étrangers au gouvernement, et d'autre part aux Japonais de souche, aux paysans, qui vivaient ça directement avec ce qu'ils savaient faire, ce qu'ils savaient vivre, et non pas à travers des manuels d'agronomie importés d'Angleterre ou des États-Unis. J'ai utilisé, j'ai lu ce qui s'écrivait à l'époque de part et d'autre. Par exemple, encore au temps de la Première Guerre mondiale, c'est-à-dire quand Meiji commence à lancer pour de bon la colonisation. Il y avait déjà des Japonais sur les côtes, des pêcheries depuis le Moyen-Âge, mais bon, la vraie colonisation avec agriculture et population, peuplement, c'est à partir de Meiji, donc après 1868. Encore un demi-siècle après, c'est-à-dire dans les années, c'était au moment de la Première Guerre mondiale, il y a eu une publication de ce qui était au départ l'école d'agriculture de Sapporo, qui est devenue l'université de Hokkaido, où j'ai moi enseigné pendant 4 ans. Il y avait une excellente bibliothèque à la faculté d'agronomie pour ma thèse. Je suis tombé sur un petit livre qui présentait l'agriculture de Hokkaido. C'était à l'occasion de je ne sais plus quoi, mais c'était pour les étrangers, donc c'était en anglais. Magnifique, il n'y avait pas un mot sur la riziculture, qui à l'époque était déjà la première production de l'île, avant même la pêche, et avant l'industrie qui était peu développée. Pas un mot. Tout était sur l'élevage laitier, le blé et la pomme de terre, pour montrer ce qu'on savait faire. Voilà, vous voyez le genre d'atmosphère. Oui, je regarde un peu trop à gauche, il faudrait que je regarde plutôt en face. Non, ça va. Voilà, donc là j'en suis arrivé au stade de la thèse. La thèse, comme je vous disais, elle a été publiée sous un autre titre. Le titre « La rizière et la banquise ».
colonisation et changement culturel à Hokkaido. Pourquoi la rizière et la banquise? La rizière, je viens de dire pourquoi. La banquise, c'est parce que toute une partie, la côte nord-est de Hokkaido, la mer d'Okhotsk, est bloquée par la banquise pendant 3-4 mois. En ce moment, maintenant c'est moins, parce à cause du réchauffement, mais à l'époque Meiji, c'était 3-4 mois par an. Et j'ai donc, quand je faisais ma thèse, au début des années 70, quand il m'arrivait d'aller en hiver et de voir, d'un côté, sous la neige, je ne les voyais pas directement, des rizières, enfin évidemment à l'état hivernal, il n'y avait pas le riz, mais c'était des rizières et on voyait les diguettes et tout, à gauche, et puis à droite, la banquise. Ça, c'est un spectacle que vous n'aviez nulle part ailleurs sur la planète. C'est pour ça que j'ai appelé le livre « La rizière et la banquise ». D'ailleurs, une de mes anciennes étudiantes de l'école des hautes études est en train de traduire une partie de la thèse. La partie qui pose vraiment le problème culturel. Parce qu'il y a toute une partie historique qui s'imposait vis-à-vis de l'université française, parce qu'on ne savait rien de cette histoire, mais qui en japonais n'apporte strictement rien de neuf. Il y a des tas de gros bouquins sur l'histoire de Hokkaido. Donc cette partie-là n'est pas traduite, mais la partie culturelle est en train d'être traduite. Longtemps après.